Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à l'Investir Day. Comme vous le savez, on a plutôt des bonnes nouvelles en bourse. Si vous avez déambulé un petit peu dans les allées, vous avez pu entendre un mot qui revenait sans cesse, c'est le mot record. Et le record, il n'est pas seulement à Wall Street, il est aussi maintenant en France et on a un CAC 40 qui affiche record sur record. Et là, on va encore parler de record dans quelques instants avec M. Frédéric Oudéa, qui est le directeur général de Société Générale. Bonjour. Bonjour. Puisque vous venez d'annoncer des résultats records. Donc, je vais me faire le plaisir de vous interroger là-dessus. Mais avant, j'aurais voulu voir un petit peu avec vous comment vous vivez cette sortie de crise. Quelles leçons vous avez pu tirer de cette crise, cette double crise sanitaire, puisqu'on a eu une crise sanitaire qui a provoqué aussi une crise économique et une grave récession. Alors concrètement, est-ce qu'il y a eu un avant et un après au sein du groupe Société Générale ? Bonjour à toutes et tous, que vous soyez présents d'abord physiquement ou par vidéo. On a tous vécu évidemment une période très très particulière, en espérant qu'il n'y ait pas une cinquième vague trop sérieuse évidemment. Et c'est vrai que pour les banques ça a été un moment très fort, puisque ça a été un moment de mobilisation au service des économies, au service de nos clients. Et je pense que c'est une crise qui était très grave dans la mesure aussi où les enjeux, c'était la santé de nos clients, de nos collaborateurs. C'était la première fois qu'on faisait face à ce genre de sujet. Mais je suis très heureux de la manière dont la Société Générale, et d'ailleurs l'ensemble des banques françaises, ont travaillé aux côtés des pouvoirs publics. Parce que si l'économie française a si bien rebondi, si le chômage est aussi modéré, si le nombre d'entreprises faisant défaut est aussi faible, c'est aussi parce qu'on s'est mobilisé et on a su déployer un certain nombre d'instruments au cœur de la crise. Alors ensuite, je pense que pour nous, ça a été effectivement un test, et vous l'avez dit, 2021 illustre la résilience du modèle. Après un premier semestre complexe avec le confinement et les turbulences de marché, dès le deuxième semestre de l'année 2020, nous avons vu rebondir les résultats. Et cette année 2021 est évidemment très, très satisfaisante. On va y revenir plus en détail. Et au fond, je pense que cette crise, pour toutes les entreprises, c'est l'occasion d'une réflexion sur les business models, les tendances. Je ne crois pas à un monde totalement nouveau. Les tendances dont on parle étaient déjà présentes. En revanche, c'est un monde qui va accélérer dans ces mutations. Et nous, Société Générale, en liaison avec notre raison d'être, on a une formidable opportunité, je trouve, d'accompagner nos clients en apportant des solutions financières innovantes pour les accompagner, encore une fois, eux-mêmes dans leur propre trajectoire, dans leur propre cheminement. Et si on regarde les 4 axes sur lesquels on travaille, notamment, il y a d'abord la digitalisation. Ce matin, je faisais une petite conférence de presse sur une Tech Week. On a 2 jours consacrés aux nouvelles technologies. Il est clair que l'ensemble des consommateurs ont pu utiliser les canaux digitaux dans les 18 derniers mois pour accéder à toutes sortes de consommations, y compris les services bancaires. Et c'est vrai qu'on a des actifs très différenciants et qui ont bénéficié, si j'ose dire, de la crise. Boursorama est le leader incontesté de la banque en ligne en France. Mais je pourrais citer Shine aussi, qui est une start-up qu'on a achetée destinée aux professionnels, aux indépendants, qui peut-être, je l'espère, sera le Boursorama en 2030 des indépendants. Et puis, d'une manière générale, nous investissons dans les nouvelles technologies qui vont, à mon sens, transformer le secteur financier. La deuxième chose, c'est évidemment la transition énergétique. Pareil, ce sujet n'est pas nouveau. On en parlait avant. La Société Générale, ça fait depuis 2007 qu'elle investit dans le financement des renouvelables. Mais en revanche, on sent bien que les attentes ont augmenté, le niveau d'ambition, au moins en tout cas, je dirais, des acteurs privés, certainement, est remonté d'un cran. Là aussi, nous avons des expertises très différenciantes. Nous sommes 2e mondial en 2020 de financement des énergies renouvelables, numéro 1 en conseil dans la structuration des projets de renouvelables. Mais nous avons aussi pris toute une série d'engagements très concrets. Alors des engagements à long terme, 2050,
C'est bien, je dirais que c'est facile, hein, parce que je ne serai probablement plus là et vous-même probablement pas non plus pour savoir si on les a tenus. Donc nous nous fixons des engagements à plus court terme, je pense que c'est ceux-là qui comptent, y compris en 2025 par exemple sur la réduction du portefeuille de production, de financement de la production du pétrole et du gaz, mais aussi bien sûr sur le charbon où on sera sorti en 2030 de la totalité de nos expositions dans les pays de l'OCDE et en 2040 dans les autres géographies. Donc des engagements court terme mesurables. Et puis d'une manière générale, je dois dire qu'on a cette année une hausse systématique de toutes nos évaluations par les agences de rating extra-financières qui placent la Société Générale dans les toutes meilleures banques de la planète, que ce soit en matière d'environnement, mais plus généralement d'ESG. Alors il y a un troisième thème qui fera peut-être l'actualité des prochaines semaines, qui est autour de la mobilité, puisque nous avons là aussi un changement des usages. Dans la voiture, l'anticipation, c'est que vous allez moins posséder de voitures, ou en tout cas, un certain nombre de gens auront moins la volonté de posséder une voiture, plutôt de l'utiliser. Nous avons une entreprise une filiale qui s'appelle ALD, qui est le numéro 2 de la gestion des flottes automobiles à destination des flottes d'entreprises, mais aussi pour les particuliers. C'est évidemment un secteur en plein développement et c'est aussi une entreprise très innovante qui achète des startups. Et puis, vous l'avez vu, peut-être, nous avons indiqué que nous étions en discussion avec le numéro 1 pour le racheter et pour créer le leader mondial incontesté. Ce serait, si on arrive à le faire, évidemment, une belle opportunité. Et puis, dernier point, sur l'épargne, c'est une chose fondamentale. N'oublions pas que nous allons être, je pense, dans un monde en France où l'épargne va être de plus en plus un sujet important. Nous sommes une population qui statistiquement va vieillir. Nous pouvons anticiper des réformes de retraite à un moment ou à un autre. Donc je pense que l'enjeu de très tôt se dire comment est-ce que je sais épargner pour mes vieux jours est un enjeu qui va être de plus en plus important pour les citoyens français. Et c'est vrai qu'on a là aussi innové avec notamment une architecture ouverte de nos réseaux de banques de détail. Aujourd'hui, on travaille avec un certain nombre de gestionnaires d'actifs pour proposer des produits qui sont à mon sens les meilleurs du monde. En tout cas, nous pouvons ouvrir le choix et notamment aussi une gamme ISR. Donc vous voyez, 2021, on n'a pas chômé. Ça a été une année de très forte implication pour préparer l'avenir et aussi ce monde avec des tendances en accélération. Vous dites que vous n'avez pas chômé, mais ça se voit dans les résultats à 9 mois que vous avez publiés début novembre, avec des résultats notamment au troisième trimestre qui sont records. Ma question est la suivante. Est-ce que ce fort rebond des performances opérationnelles, du résultat net, est-ce qu'il est dû à un effet de base qui est plutôt favorable, donc c'est une sorte de reprise technique, un rebond, mais est-ce que derrière vous allez pouvoir poursuivre, ou c'est vraiment dû à ce travail de fond que vous avez commencé à nous exposer? Alors c'est un peu tout ça, c'est-à-dire qu'évidemment on bénéficie d'un environnement un très bon environnement, les planètes sont assez alignées et évidemment on bénéficie d'un effet de base. L'année dernière, à l'inverse, il y a des moments où on était fermé, en tout cas certaines activités. Pas toutes, je le répète, vous le savez, les agences étaient ouvertes au service de la clientèle, mais d'autres ont subi la fermeture administrative des économies. Les marchés se sont très bien portés, là où l'année dernière c'était plus compliqué. Au-delà de ça, c'est les chiffres en valeur absolue aussi qu'il faut regarder. Et là, il est probable, effectivement, en attendant les 4, mais que nous aurons la meilleure année de l'histoire de la Société Générale en 2021. 4 milliards d'euros de résultats nets sous-jacents sur 9 mois, un trimestre à venir, une rentabilité à 2 chiffres, donc c'est extrêmement satisfaisant. Et donc ça n'est pas que le résultat d'un environnement favorable, c'est aussi le travail de fond qui a été fait sur tous les métiers. Et la caractéristique de ces résultats, c'est que tous les métiers participent, toutes les géographies, ça c'est extrêmement encourageant pour l'avenir. En ayant bien sûr en tête que les défis du secteur bancaire européen n'ont pas disparu par miracle. Le sujet des taux d'intérêt bas et négatifs, c'est toujours là. Les tendances de transformation dont je parlais, il va falloir poursuivre l'effort. Bref, je suis très lucide, mais c'est évidemment très satisfaisant. Et ça va nous permettre aussi, associé avec une base de capital élevée, d'avoir une politique de distribution de dividendes qui sera là aussi attractive pour nos actionnaires, puisque, je le rappelle, nous sommes en train de faire un rachat d'actions que nous avions annoncé, qui sera terminé en fin d'année. Et puis, on a d'ores et déjà provisionné plus de 2 euros par action pour la distribution aux actionnaires au titre de l'exercice 2021. Et au-delà de ça, au-delà de ces résultats strictement financiers, c'est vrai que je suis très satisfait des progrès enregistrés dans le déploiement de nos initiatives stratégiques
en 2021. Donc 2021 sera un très grand cru pour la Société Générale, à n'en pas douter. Un très grand cru, alors que l'environnement n'est pas spécialement tout ouvert, comme vous l'avez évoqué. Les taux d'intérêt restent bas, donc ça veut dire qu'on peut être une banque de détail, une banque d'investissement, et afficher des performances, j'ai envie de dire, exceptionnelles, sans que l'environnement soit particulièrement porteur au niveau des taux d'intérêt. Parce qu'à un moment donné, des taux élevés pour que la banque puisse... Oui, alors on a quand même des marchés financiers qui se portent très bien, on a une économie qui rebondit et qui est revenue au niveau de 2019 en France, par exemple, dès ce trimestre et plus vite que prévu. Donc, si vous voulez, il y a des éléments favorables. Bon, effectivement, on essaie de s'adapter à une situation qui risque de durer, des taux bas. Je pense que ça va durer. En tout cas, c'est notre scénario central et des taux probablement négatifs à court terme. Donc, oui, heureusement d'ailleurs pour nous, on peut quand même essayer de s'adapter. Vous nous avez présenté une nouvelle banque de détail avec le rapprochement avec le Crédit du Nord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu à quoi ça va servir, à quelle vitesse ça se fait et quels sont les bénéfices à en tirer pour vous, la banque, mais aussi pour les clients? Oui, alors ça c'est peut-être le plus grand projet de la Société Générale des 3 à 4 prochaines années. Face justement quand même à ce sujet de taux d'intérêt, mais bien au-delà dans la logique d'apporter un meilleur service à nos clients, d'avoir une banque qui aura un niveau de satisfaction plus élevé encore qu'aujourd'hui. On a décidé de se lancer dans la fusion de nos 2 banques en France, le réseau Société Générale et le réseau Crédit du Nord. À travers un projet qui est construit avec les équipes de terrain, donc ce n'est pas une espèce de vision théorique qu'on applique. L'idée, c'est de retenir le meilleur des 2 business models pour construire une nouvelle banque qui aura comme caractéristique un ancrage régional. Donc c'est une banque qui sera plus régionale que le réseau Société Générale. Je pense que l'enjeu de proximité des territoires est essentiel. J'étais à Lyon la semaine dernière pour inaugurer nos nouveaux locaux. L'enjeu des territoires, l'enjeu de la proximité pour des agences, pour des réseaux d'agences sera fondamental. Donc un seul et même réseau qui, encore une fois, sera organisé sur une base régionale, 11 régions, 1450 agences au service de ses clients et des mécanismes de décision de proximité. On garde exactement la même présence géographique. On va optimiser la présence combinée des 2 réseaux en les fusionnant, mais on ne quitte aucune banque. Donc là aussi, c'est un ancrage régional. C'est aussi une banque donc, qui va être capable de décliner des offres très adaptées à chaque catégorie de clients, qui va investir dans le digital, qui va combiner donc une présence incarnée en agence qui est importante, mais qui est quand même moins importante qu'avant. Les Français vont moins en agence chaque année, que c'est clair, c'est une tendance de fond. Donc ils utilisent de plus en plus de canaux digitaux. Je le disais ce matin, 95% des paiements et de transferts sont faits par canal digital. Mais autour de l'épargne, notamment, nous serons présents, et puis bien sûr au service des entreprises et des commerçants, des professionnels. Et puis enfin, c'est une banque qui va être responsable dans la panoplie de ses services, comme je le disais, et bien entendu dans la conduite de sa transformation. Nous avons pris un engagement vis-à-vis de nos salariés, c'est de dire ces transformations qui vont vouloir dire des suppressions de postes dans certains endroits, des changements de compétences, eh bien, nous allons les faire de manière responsable en jouant de la mobilité interne. Nous avons dégagé une enveloppe de 100 millions d'euros de formation supplémentaire pour former nos cadres et tous nos collaborateurs dans l'ensemble de ces transformations et les faire bénéficier aussi des opportunités de carrière dans cette nouvelle banque. Vous travaillez aussi sur une autre marque, donc il y a Crédit du Nord, on vient d'en parler, mais c'est Boursorama, qui est une banque en ligne qui n'arrête pas de croître. Donc, jusqu'où va aller son expansion? Est-ce que vous pouvez dresser un petit peu le portrait et vos ambitions en la matière? L'idée, c'est vraiment qu'en France, effectivement, on offre une diversité de propositions à nos clients uniques. Une nouvelle banque, comme je l'ai dit, qui va être prête en milieu d'année 2023, telle que je l'ai décrite. Pour les clients, alors bien sûr les entreprises et les professionnels, mais les particuliers qui souhaiteraient accéder à une agence, un conseiller dédié. Et puis on a une formidable banque qui s'appelle Boursorama, qui est le leader de la banque en ligne en France, incontestable, incontesté, qui n'a cessé de croître, comme vous le voyez sur ce graphe depuis maintenant 2014, année où on a mis l'accent sur le développement de Boursorama, qui a plus de 3 millions de clients aujourd'hui et qui en vise au moins 4 en 2023 et qui ira au minimum à 4,5 une fois qu'elle sera à maturité. C'est une banque qui
a des très bons niveaux de satisfaction quand on fait les enquêtes auprès de ses clients, qui a un positionnement qui est la banque la moins chère du marché. Donc ça, c'est clair et ça restera. C'est une banque donc pour des gens autonomes qui se disent « je sais avoir accès de manière autonome à tous les services bancaires, que ce soit le crédit, l'épargne, les comptes courants, seuls ». Et avec comme bénéfice, une nouvelle fois, des tarifs évidemment meilleurs que quand on a des milliers de personnes sur le terrain et qu'on doit bien sûr rémunérer. Et donc une marque aussi très très reconnue. Donc ce sera un actif absolument stratégique. C'est un actif absolument stratégique et assez différenciant de la Société Générale dans les années à venir. Mais son succès, comment vous l'expliquez? Parce qu'il y a beaucoup de banques traditionnelles qui essaient de faire émerger en leur sein des acteurs digitaux. Parfois, ils ont du mal à y arriver, ils sont obligés de changer de nom régulièrement, etc. Et au sein de Société Générale, vous y êtes parvenu. Donc, ça veut dire que vous arrivez à faire cohabiter des équipes, des cultures différentes. Comment on peut expliquer le fait que ce succès au sein d'un acteur, j'ai envie de dire, traditionnel, historique, je crois que c'est très implanté localement? C'est vraiment ça. C'est l'acceptation de développer en notre sein des modèles concurrents. C'est accepter culturellement que oui, il y aura des nouveaux modèles qui peuvent concurrencer les modèles existants, ne pas en avoir peur et s'être dit dès le départ, si on ne le fait pas, d'autres le feront. Et ensuite, la continuité, la cohérence et la discipline dans la stratégie de développement, dans le business model, qui fait effectivement, comme vous le dites, que je pense que incontestablement, Boursorama est aujourd'hui un leader dans ce domaine en France. Et plus globalement, est-ce que vous pouvez donner un petit peu votre vision, vos priorités pour les mois à venir? Donc on a vu bien sûr le rapprochement, Crédit Nord, Société Générale, les développements chez Boursorama. Quelles sont les autres grandes priorités? Si vous voulez, on a vraiment devant nous 3 années de travail intensif, de poursuite des transformations partout dans tous les métiers. J'en ai décrit 2 qui sont en banque de détail en France, mais bien au-delà. En banque de détail à l'international, nous poursuivons là aussi des transformations parfois assez proches de celles qu'on fait en France. En République tchèque, par exemple, on ne fusionne pas, mais on est en train de développer là aussi des canaux digitaux. Nous sommes un des leaders en République tchèque dans la banque de détail. C'est vrai aussi en Roumanie. En Russie, on vient de présenter notre plan de développement en Russie. On est vraiment, à notre sens, la banque internationale de référence dans ce grand marché. Et puis bien sûr en Afrique, où là aussi on a une présence très, très différenciante dans des territoires de croissance à long terme. Sur les services financiers, j'ai parlé de la gestion flotte automobile, on pourrait parler de l'assurance. Nous souhaitons être là aussi une banque assurance. Il faut avoir en tête l'importance du métier d'assurance dans notre panoplie de services, en France et partout dans le monde. Et puis bien sûr dans la banque d'investissement et de financement, qui est lui aussi un métier fondamental. On a présenté notre stratégie en mai et aujourd'hui on la déploie avec, comme vous l'avez dit, effectivement beaucoup de succès aussi et les résultats. Bref, beaucoup de chantiers en parallèle, mais je crois que nous sommes très confiants sur les points d'aboutissement. Donc c'est exigeant, on ne va pas chômer et il y a bien sûr toujours des enjeux d'exécution, mais en tout cas les directions sont très claires pour prolonger une capacité de développement. Société Générale souhaite se développer. N'est pas une banque, si vous voulez, qui veut être une utilities. Il y a ce concept utilities, on va dire, une entreprise qui ne fait pas croître son chiffre d'affaires et qui, au fond, est une espèce de rente, mais qui n'a pas de croissance. Nous, on essaie d'avoir de la croissance, on est dans des territoires de croissance et, bien entendu, avec une amélioration de la rentabilité structurelle, soutenable. C'est l'enjeu des 3 prochaines années dans un monde réglementaire qui reste exigeant. Vous le savez, on aura plus de capital à avoir, comme toutes les banques, avec Bâle. Donc, chaque prêt va nous coûter plus cher en capital. Ça, c'est depuis 15 ans, évidemment, quelque chose qui pèse d'une certaine manière sur les cours de bourse. Mais en tout cas, on essaie de s'adapter, y compris en tenant compte d'un environnement de taux bas. Et donc, on a beaucoup de projets, mais à mon avis, très créateurs de valeur à long terme. En vous écoutant, on a le sentiment que la priorité, c'est vraiment la croissance interne. Non seulement la réorganisation, mais la conquête avec des clients de plus en plus nombreux. Est-ce que les acquisitions, ça fait partie du spectre possible ou avec la régulation, les exigences en matière de fonds propres, ça paraît très compliqué, du moins en Europe? Les acquisitions sont plus compliquées aujourd'hui qu'il y a 15 ans, évidemment, pour plein de raisons. C'est
clair que la priorité est la croissance organique. Nous avons, comme je le disais, des métiers qui offrent des perspectives de croissance. Je ne vous dirais pas la même chose si nous n'étions qu'une banque de détail en France, par exemple. Je ne vous tiendrai pas le même discours. Mais on a beaucoup de métiers dans des géographies avec des expertises où on peut attendre de la croissance plus qu'en banque de détail en France, compte tenu de la situation des taux d'intérêt. Et puis, on peut la compléter. Alors, je mentionnais ALD, qui serait évidemment une acquisition de grande ampleur. Il y a l'incertitude sur la finalisation, on y travaille. Je souhaite, si on fait cette acquisition, qu'elle soit disciplinée d'un point de vue financier et donc profitable pour les actionnaires Société Générale. Mais ce serait quelque chose d'assez unique, car il y a très peu en Europe d'acteurs, de leaders mondiaux dans la finance. Donc là, ce serait le leader mondial indiscutable de la mobilité sur un marché en croissance. Voilà, c'est quelque chose qui est stratégiquement fait beaucoup de sens. Je le répète, je prends le temps de m'assurer qu'il y ait un chemin sur le plan financier qui soit évidemment bénéficiaire pour les actionnaires d'ALD et de Société Générale combinées. Et vous voulez rester actionnaire d'ALD ? Ah oui, ça on a dit, on ne peut pas dire grand-chose sur cette opération. Néanmoins, ce qu'on a dit au marché, c'est que oui, nous souhaitions garder la majorité, donc le contrôle, la consolidation. Voilà, mais ensuite, on essaie de structurer une opération qui soit pertinente selon beaucoup de paramètres financiers. Le thème de cet Investir Day, c'est donnons du sens à la bourse, donnons du sens au placement. Donc, si vous me permettez, on va parler un petit peu d'ESG. Et pour vous, qu'est-ce que c'est qu'une banque responsable? Et est-ce que la Société Générale est un groupe responsable? Alors j'en ai déjà un peu parlé, c'est la grande révolution de ces prochaines années. Elle n'a pas commencé avec la crise, mais elle accélère les niveaux des ambitions, des attentes. L'ESG, c'est pour nous plusieurs dimensions. Et c'est ça qui en fait à la fois la richesse et la complexité. Nous avons interrogé à nouveau en 2020 beaucoup de parties prenantes pour, au fond, entendre leurs attentes et à partir de là, renforcer ou confirmer les axes sur lesquels on va travailler. Vous les avez sur cette slide. Il y a bien sûr le changement climatique. Et c'est peut-être aujourd'hui le sujet le plus prégnant, celui sur lequel les opinions publiques sont les plus sensibilisées. Et c'est probablement aussi le sujet qui va vouloir dire le plus de changements dans notre approche de notre métier. Mais il ne faudrait pas oublier les autres, et ce serait très dommage. C'est tout ce qui est, encore une fois, autour des enjeux de maîtrise des innovations et d'impact sur les sociétés. Et là, je pense, y compris notamment au digital, il ne faut pas qu'il y ait des exclus du digital, bien entendu, et essayer de faire bénéficier le plus grand nombre de ce qu'apportent les nouvelles technologies. En étant bien sûr sensible à ces enjeux. La satisfaction et la protection du client, ça reste quelque chose de fondamental. Moi, je suis fier que la Société Générale, au cours de ces 15 dernières années, n'ait pas eu de problème avec des catégories de clients. Enfin, on n'a pas eu de problème de ce point de vue. Et ça, c'est fondamental. C'est ce qui fait notre fierté, la satisfaction de nos clients. Et la centricité client reste un axe majeur de notre réflexion stratégique. Être responsable, c'est aussi être un employeur responsable. Je le disais, quand on conduit la restructuration la fusion de nos deux réseaux, je l'ai dit au marché, nous souhaitons être responsables vis-à-vis de nos collaborateurs. Et donc, si ça prend un peu plus de temps parce qu'on doit jouer de la mobilité interne, si c'est un peu plus coûteux parce qu'on va dépenser en formation, nous l'assumons. Ça me paraît être un enjeu de cohérence. La gouvernance et tout ce que je dirais l'éthique des affaires, la conformité reste un sujet fondamental. Il est possible que 2021, au-delà des sujets dont j'ai déjà parlé, des succès, soit aussi une année charnière, puisqu'on, vous le savez, on termine cette année en principe des processus avec les autorités américaines. Et donc là aussi, ça peut être une année charnière. Je dirais symboliquement la fin vraiment de la période avant la crise financière, puisque ce sont des sujets qui remontent à 15 ans, mais ces processus sont très longs. Et en tout cas, l'idée, c'est de continuer à être au meilleur standard de l'industrie en matière de conformité et bien sûr de gouvernance de l'entreprise. Et puis enfin, il y a un sujet qui est peut-être parfois un peu moins prioritaire dans nos états d'esprit, mais qui est à 30 ans un sujet que je qualifie, moi, d'aussi important que le sujet climatique, et qui d'ailleurs est en partie lié au sujet climatique, c'est l'Afrique.
Quand on pense long terme, il faut penser démographie. Et il y a un continent dont la démographie va croître, c'est l'Afrique. Vous aurez 2 milliards d'habitants en Afrique en 2050. Et s'il n'y a pas de développement économique local soutenable en Afrique, vous voyez les enjeux de flux migratoires. Les populations ne resteront pas dans ces territoires. Et c'est vrai que de ce point de vue, le changement climatique est problématique, puisque beaucoup des pays qui pourraient être impactés par le réchauffement sont notamment des pays d'Afrique. Donc nous, banque, la seule vraie banque européenne aujourd'hui présente en Afrique, il y a beaucoup de banques qui se retirent. Nous avons pris ce pari stratégique d'un développement durable, permanent en Afrique, avec l'idée de se dire, oui, peut-être modestement, mais pas si modestement que ça quand même, avec 11 000 personnes sur le terrain et une présence dans 19 pays, nous pouvons quelque part contribuer au développement économique local, enraciné de l'Afrique, depuis le financement des grandes infrastructures, au financement des PME, jusqu'à des financements de certaines filières comme l'agroalimentaire qui restent essentielles en Afrique. Et tout ça avec la problématique, évidemment aussi de la transition énergétique, qui ne pourra pas se faire en Afrique comme en France. En France, on va peut-être relancer le nucléaire. On n'aura pas de centrale nucléaire en Afrique, donc il faudra trouver un chemin différent. Mais bien sûr, l'Afrique a aussi besoin d'énergie pour croître. Justement, si on reste sur le sujet de la transition énergétique, comment vous accompagnez ces entreprises à mieux travailler, en tout cas à produire de façon plus harmonieuse? Alors c'est là où effectivement il y a des enjeux formidables d'accompagnement des clients. Et pour nous, soyons aussi clairs, si nous renonçons à certaines sources de revenus, je l'ai dit, nous avons pris des engagements très clairs, plus de charbon en 2030 dans les pays de l'OCDE, réduction de 10% du portefeuille de financement de la production de pétrole et de gaz, ça veut dire moins de revenus sur ces activités, c'est clair. On renonce à certains clients, on renonce à certaines activités, en particulier, par exemple, l'extraction du pétrole et du gaz de schiste. À l'inverse, d'une part, on finance de plus en plus de renouvelables. On a pris un engagement de contribuer au financement de 120 milliards d'euros à la fois via des prêts et des obligations pour le renouvelable entre 2019 et 2023. Et il y a énormément de projets et de nouveaux clients d'ailleurs dans ce domaine. J'en rencontre moi-même de plus en plus. Et vous savez à quel point le renouvelable est aujourd'hui peu pour dire une électricité rentable. Il y a 10-15 ans, il dépendait de subventions, mais les technologies ont beaucoup progressé. Mais c'est aussi plus généralement donc accompagner tous nos clients. Il n'y a pas que le renouvelable, il y a d'autres secteurs de l'économie. On pourrait parler des constructeurs automobiles avec l'extraordinaire transition vers le véhicule électrique. C'est tout ce qui est la construction, la rénovation des immeubles. Bref, nous, on est là pour essayer à la fois de conseiller sur les solutions financières les plus adaptées pour permettre aux entreprises d'investir, de développer des nouveaux produits, de financer eux-mêmes parfois leurs clients dans ces nouveaux équipements qui leur seront évidemment bénéfiques à long terme. Et puis, effectivement, l'accès à l'épargne, puisqu'il y a aussi la partie investisseur et que pour financer par exemple tous ces projets, il n'y aura pas que du prêt bancaire, il y aura une limite à la taille des bilans, il faut aussi par exemple jouer des marchés de capitaux, des obligations, et donc dans la structuration d'obligations qui répondent aux normes ISR, nous sommes aussi un des champions du monde et donc on a envie bien sûr d'y contribuer. Et puis enfin notre propre émissions CO2, si j'ose dire, à travers la consommation de notre énergie, la manière dont on chauffe nos immeubles, la manière dont on fait fonctionner nos informatiques, jusqu'à la fin de l'utilisation du plastique. Nous avions... ça va pas plaire à mes amis de Danone, mais c'est vrai que nous avions des bouteilles d'Evian et de Badois jusqu'à il y a 2 jours chez nous. Et ben maintenant, c'est des bouteilles de verre pour éviter la consommation de plastique. Vous voyez, donc même très, 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 très modestement, on essaie aussi de contribuer en ce sens. Jusque dans le détail. Vous nous avez parlé de développement durable, de croissance durable. Lorsqu'on a un actionnaire de Société Générale ou d'autres sociétés, la composante dividende, c'est un élément essentiel dans la performance sur le long terme, puisque, on le sait, depuis la création du CAC 40 fin 87, le dividende, c'est plus de la moitié de la performance de l'indice. Donc c'est vraiment une composante très importante. Vous, quelle est votre stratégie en matière de dividende? Et puis, on a vu apparaître une stratégie de rachat d'actions. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe concrètement, les rachats d'actions? Est-ce que ça a un impact pour les actionnaires individuels? C'est rachat d'actions, c'est
j'ai envie de dire, c'est une politique très américaine. Les anglo-saxons aiment beaucoup les rachats d'actions. Nous, en France, on aime bien les dividendes. Donc, est-ce que vous allez, à l'avenir, marier les deux ou c'est juste une opportunité sur cette stratégie de rachat d'actions au troisième trimestre? Oui, peut-être avant de parler de la Société Générale, quelques mots sur le secteur bancaire quand même, parce que si vous êtes investisseur, actionnaire, ou si vous voulez devenir actionnaire, il faut comprendre que une action bancaire, ça n'est pas comme une action de la tech ou une action du luxe. Et c'est vrai que d'une certaine manière, le secteur bancaire européen reste globalement aujourd'hui sous-valorisé. C'est-à-dire que la valeur d'une action par rapport à la valeur de l'actif net tangible est plus faible. Et ça risque de durer un peu parce que, au fond, il faut rebâtir un peu la confiance des investisseurs dans ce secteur bancaire européen, dans les règles du jeu, sur la question des taux. Et c'est vrai qu'on peut avoir, par exemple, pendant quelques années, peut-être, une situation où les taux remontent plus vite aux États-Unis qu'en Europe. Donc, au fond, il faut rester là, de ce point de vue, un actionnaire patient. Et la valorisation ou la capacité à réduire le gap peut prendre du temps parce qu'il dépend aussi de conditions d'environnement. À l'inverse, il y a peut-être moins de risques de correction par rapport à des valorisations aujourd'hui extrêmement élevées qui peuvent souffrir, par exemple, d'une correction sur les taux d'intérêt. Donc, un investisseur, un actionnaire aujourd'hui, il peut être protégé d'une certaine manière par cette sous-valorisation et c'est valable pour la Société Générale qui a un très bon parcours, mais par rapport à un niveau qui était très bas il y a 12 mois, excessivement et trop bas, mais qui a encore un potentiel de valorisation. Et dans l'équation actionnariale, c'est vrai que du coup, le dividende est attractif. On peut penser en tout cas que les banques qui ont des situations de capital élevées peuvent offrir des rendements élevés, plus élevés que parfois beaucoup d'entreprises. Alors, qu'est-ce qu'on a dit, nous, à nos actionnaires ? C'est que, bon, on génère des résultats, on a vu, et en l'occurrence, sur les 9 premiers mois de l'année, l'équivalent d'un peu plus de 4 € par action. L'objectif, c'est d'en distribuer 50% à nos actionnaires et de garder les 50% pour nourrir la croissance de nos métiers, qui sera aussi, du coup, l'alimentation de dividendes futurs, que ce soit par la croissance organique ou, le cas échéant, une ou deux acquisitions. Dans les 50%, nous avons dit que nous étions prêts à réfléchir à une répartition entre dividendes en cash, très classique, hein, celui qui arrive chaque année après l'Assemblée Générale, une fois le vote de l'Assemblée Générale fait, et puis du rachat d'actions. Alors, ce rachat d'actions, si vous voulez, c'est quoi le but ? On rachète des actions, on va ensuite les annuler, et du coup, il y aura moins d'actions qui aura à se répartir le résultat net de chaque année. Donc c'est une façon pour le futur d'augmenter le bénéfice net par action et aussi de facto le dividende par action. Donc vous voyez que c'est très équivalent, ça fait vraiment partie de la distribution d'argent aux actionnaires. Et pourquoi c'est vrai que c'est intéressant aujourd'hui ? Notamment quand on est sous-valorisé. Et Société Générale est encore, à mon sens, sous-valorisée à entre 0,5 et 0,6 fois l'actif net tangible. Donc on a en particulier dans ce moment-là plutôt intérêt aussi à faire du rachat d'actions pour stimuler les dividendes et aussi indirectement après, on le pense, améliorer la valorisation du cours. Donc nous l'avons dit, nous allons regarder le meilleur équilibre pour ça. Nos guidelines, c'est au moins, on va dire, par rapport à la somme que vous avez, 4/5 normalement sur le dividende. On y réfléchit, on va y réfléchir cette année. Et puis jusqu'à 1/5 en rachat d'actions. Mais on se donne de la flexibilité là-dessus et on essaiera bien sûr de faire le choix qui sera le plus adapté pour l'actionnaire. Mais vous voyez en tout cas qu'on a des rendements qui peuvent être attractifs par rapport à la valorisation actuelle encore du cours de la Société Générale, en dépit de son parcours cette année. Et je pense que l'enjeu, c'est justement ça, de poursuivre une politique attractive, tout en finançant nos métiers, en travaillant dans les 3 prochaines années sur nos projets, et ensuite que l'actionnaire, progressivement, une fois aussi qu'il y a plus de clarté sur les questions d'un taux d'intérêt, de réglementation, et ça peut prendre encore quelques trimestres, bénéficie par ailleurs progressivement d'une revalorisation aussi du cours.
Et pour le particulier qui est actionnaire aujourd'hui de la Société Générale, il n'a pas apporté des titres à la Société Générale, c'est totalement neutre, il a rien à faire dans un Ah oui, programme oui. de rachat Non, d'actions. non, ça c'est, vous n'avez rien à faire. C'est nous qui rachetons sur le marché. Il y a des gens qui sont en charge de ça, et vous n'avez rien à faire du tout, bien entendu. Et le régulateur, on sait que parfois il intervient pour limiter la distribution de dividendes auprès des établissements financiers, comme le vôtre. C'était le cas au moment de la crise sanitaire. Est-ce qu'aujourd'hui il y a encore des contraintes ou toutes les contraintes ont été levées? Alors normalement, les contraintes spécifiques attachées à la crise, qui était la crainte d'avoir des banques en difficulté par la coût du risque, sont levées. Et sauf nouvelle pandémie mondiale sortant de nulle part, je ne pense pas qu'elle revienne. D'autant plus que les résultats des banques sont bons, le niveau de capital est bon, etc. Donc en revanche, on revient au régime normal. C'est que le superviseur veille, bien entendu, à ce que les banques aient un niveau de capital adéquat par rapport à leur profil de risque, etc. Et donc, il y a toujours une forme de validation par le superviseur du pourcentage de résultats nets distribuables, mais pas du tout avec les contraintes que l'on a vécues il y a 18 mois. Le rachat d'actions, juste d'ailleurs, que l'on fait, termine cette année, il a été aussi autorisé avec la levée générale de l'interdiction. Donc cette année, on a fait 55 centimes, je le rappelle, en cash en mai, et puis on rachète l'équivalent des actions pour le même montant en millions d'euros et qui sera terminé d'ici la fin de l'année. J'aurais une dernière question, une question un peu plus large. Est-ce que vous n'êtes pas surpris par la rapidité et l'ampleur de la reprise économique et par le fait que finalement, eh bien, vous pouvez le constater aussi dans vos comptes, il y a peu d'entreprises, l'appareil productif des entreprises est resté intact, ce qui fait qu'on a un démarrage qui est spectaculaire. Ça vous profite parce que ça permet de réduire le coût du risque. Est-ce que ça, mais il y a quand même des aides de l'État, des États. Lorsque les aides vont disparaître, est-ce que vous estimez qu'il y aura des entreprises qui risquent de souffrir? Parce que vous avez quand même un œil avisé sur notre santé économique. D'abord, quelques mots peut-être sur l'économie et puis, encore une fois, sur la Société Générale. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Bon, d'abord, nos économistes avaient, à vrai dire, prévu ce rebond. En début d'année, ils étaient assez confiants et avaient une prévision sur la France de plus de 6%. Et au fond, à partir du moment où les choses se sont bien passées, et je crois que le gouvernement, la Banque centrale ont fait un travail remarquable en liaison avec des acteurs comme les banques, pour faire en sorte justement qu'on ne détruise pas de capacité de production, si vous me permettez l'expression, bêtement, à cause de ces fermetures administratives. Quand on a pu tous ressortir, quand on a pu tous acheter plus librement, lorsqu'on a pu de nouveau faire fonctionner le commerce international, etc., les ports, bref, les économies mondiales sont reparties et il n'y avait pas de problème structurel attaché à ce ralentissement. C'était une forme de fermeture administrative. Donc ça, nous étions assez confiants et tant mieux, et on ne peut que s'en féliciter. Alors c'est vrai que pour le futur, nous restons un peu plus prudent que certaines institutions, parce qu'on va revenir sur les questions de fond, la compétitivité des économies, la capacité à investir, la capacité à trouver les ressources humaines. Vous savez que les enjeux de formation, d'éducation sont essentiels dans le monde que je décrivais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même aussi des frictions dans la chaîne d'approvisionnement. Vous êtes peut-être familier au fait qu'il n'y a pas assez de semi-conducteurs, ce qui freine la production de véhicules automobiles neufs. Mais il y a aussi dans le transport des bateaux, il y a des problèmes de friction avec des ports qui peuvent fermer à cause de telle ou telle raison. Bon, bref, on pense que la croissance peut être de l'année prochaine, au-delà des effets mécaniques, des effets de base, on va revenir à une croissance plus structurelle, plus faible, et que là, il y a plus d'incertitudes dans ce monde qui reste un peu vulnérable, sans compter d'éventuelles corrections de marché. Il faut être aussi lucide. Il est possible qu'il y ait des corrections de marché l'année prochaine, si les conditions de taux d'intérêt sont amenées à changer. Je pense qu'en tant qu'actionnaire, il faut toujours avoir en tête que les actions, on ne les achète pas pour 6 mois. On en parlait, l'action reste à 30 ans, certainement peut-être le meilleur placement, mais dans une logique de long terme. Il peut y avoir des hauts et des bas. Ça, c'est, je pense, la logique d'une action. C'est une détention sur le moyen et le long terme. Et donc voilà, l'économie de 22, moi, me paraît potentiellement plus incertaine que l'économie de 21 de rebond. Alors pour nous, Société Générale, qu'est-ce que ça veut dire? Encore une fois, je ne vais pas vous dire qu'on va faire chaque année une année record, ce serait bien, mais bon, je ne vous le garantis pas. Mais on travaille sur le fond pour assurer cette rentabilité sous-jacente au-delà des conditions d'environnement.
Sur le coût du risque, vous vous souvenez, on avait mis énormément de côté en 2020. Enfin, les résultats de 2020, c'est aussi le résultat d'une très très grande prudence de la Société Générale. On avait mis en avance de phase 1,4 milliard de coût du risque de côté pour des pertes à venir, anticipées, pas sur 2020. C'est considérable. Bon, il se trouve qu'elles ne se sont pas produites, ces pertes. Et simplement, notre stratégie, c'est un coût du risque très bas parce qu'il n'y a pas de défaut cette année. Et tant mieux, on ne peut que s'en féliciter. Mais on va garder l'essentiel de ce matelas de sécurité justement pour 2022 et au-delà. Et donc ça, c'est un certain confort sur le coût du risque à venir. Il est possible qu'il y ait plus de défauts en 22-23, ça c'est possible, je n'en sais rien, mais c'est possible. Néanmoins, on aura aussi ces réserves pour atténuer l'augmentation du coût du risque. Donc confiant mais prudent. Voilà, exactement, ou prudent et confiant. Je vais laisser la parole à la salle si vous avez quelques questions à poser. Oui, monsieur, on va vous donner un micro. Bonjour monsieur. Bonjour Monsieur Oudéa. Vos propos me laissent nostalgique en tant qu'actionnaire historique où la Société Générale valait 115 €. Je suis un peu désolé, mais vous allez sans doute me l'expliquer, pourquoi les Lyxor ou d'autres pépites sont sortis du groupe. Et vous pourriez en même temps m'expliquer pourquoi Sogecap, société d'assurance à Orléans, M. Dunet n'avait pas de téléphone pendant 6 mois. Est-ce vraiment une solution pour être à l'écoute des clients? Alors monsieur, je pense que vous adressez différents sujets et je ne sais pas quel est le sujet sur ce GCAP un peu spécifique. D'abord, toutes les banques, il faut être conscient, hein, toutes les banques, et moi je suis moi-même actionnaire, et je suis resté actionnaire sans vendre une seule action Société Générale, ont vu leur cours de bourse entre l'avant-crise financière et aujourd'hui totalement changer. Parce que le monde a changé pour nous, les règles ont changé, et si vous voulez, pour faire le même métier, le même prêt, il nous faut 2,5 fois plus de capital. Et donc ça veut dire une valeur qui de facto a été divisée par 2, 2,5, 3, tout, selon le sort des banques. Donc, ça a été imposé par le régulateur. Oui, ça a été imposé par le régulateur comme le résultat direct de la crise financière. Il y a eu un avant-crise financière avec des métiers qui étaient ce qu'ils étaient, du prop trading dans les métiers actions, donc des niveaux perçus de rentabilité élevés, mais probablement pas soutenables, et on est entré dans un autre monde. Donc ça, ce monde-là, je comprends parfaitement ce que vous dites, mais ce monde-là, on ne le retrouvera pas. Le monde, nous ne sommes plus les mêmes banques. Nous ne sommes plus les mêmes banques et de facto, ça pèse, comme je l'ai dit, sur le cours de bourse. Ensuite, heureusement quand même, nous avons pu, au cours de ces 15 dernières années, aussi verser quand même des dividendes. Ensuite, vous parlez de 3 sujets stratégiques sur Lyxor. Qu'est-ce qu'on a fait? Là aussi, regardez notre business model. Je l'ai dit, nous avons développé des choses, à mon avis, exceptionnelles et qui vont faire vraiment la différence, comme ALD, comme Boursorama, dans ce monde du digital. Et puis, nous avons aussi décidé de vendre des activités dont on se disait on n'est pas les meilleurs actionnaires. Le métier de gestion d'actifs est un métier en pleine consolidation. Le plus gros gestionnaire d'actifs, pour vous donner un ordre de grandeur, s'appelle BlackRock. Il gère à peu près 10 000 milliards de dollars. 10 000 milliards de dollars, c'est-à-dire 5 fois le PIB français. Lyxor, c'est 130 milliards de dollars, ou 140. Donc, si vous voulez, c'est un petit acteur. Et nous nous sommes dit, dans ce monde de consolidation où il faut investir, nous ne serons pas à terme le meilleur actionnaire de Lyxor. Et donc, on a décidé effectivement de vendre pour réallouer le capital ailleurs, justement, dans des métiers où, à notre sens, on est mieux positionné. On a fait un processus de vente. J'en suis heureux. Amundi, qui est aussi un petit... on a contribué à la naissance d'Amundi, vous le savez, avec le Crédit Agricole, qui est le premier gestionnaire d'actifs européen, qui va racheter Lyxor, qui va continuer à développer ce métier, et je pense lui donner plus de moyens que ceux que Société Générale pourrait lui donner. Donc ça, c'est la vie de l'entreprise. Au total... Moi, ce qui me fait très, très plaisir, c'est que les grandes expertises de Société Générale, les grands métiers de Société Générale ont été préservés depuis 15 ans par rapport à beaucoup de banques qui ont soit disparu, soit se sont recroquevillées ensuite sur, par exemple, leur marché domestique. Et je pense qu'on est aujourd'hui beaucoup plus fort qu'il y a 15 ans. Le paradoxe, si vous voulez, je comprends pour vous, actionnaires, parfois en se référant à des cours il y a 15, 20 ans, mais ce serait pareil, je répète, prenez les autres banques européennes, ce serait pareil. Le paradoxe, c'est que je pense qu'on est plus solide, en fait. Les métiers sont plus structurellement solides et tournés vers leurs clients qu'il y a 15 ans.
Une autre question, monsieur, au fond. Bonjour, monsieur. Bonjour, je suis actionnaire et client de la Société Générale et abonné au journal Investir. Pour ne pas payer de droits de garde, j'avais ouvert un compte, je l'ai toujours d'ailleurs, chez Boursorama. J'ai acheté le certificat des 10 grandes valeurs Investir. À mon avis, c'est tout sauf un produit spéculatif. Dernièrement, j'ai voulu en vendre une partie. On m'a posé un questionnaire comme si c'était des turbos. Alors, peut-être que le terme certificat a trompé la personne qui fait la codification, mais je pense que M. Lemonnier va vous dire que c'est tout sauf un produit spéculatif. Alors, écoutez, encore une fois, je suis mal placé pour répondre aux cas spécifiques et je vous incite vraiment, bien sûr, à vous tourner vers vos correspondants, que ce soit dans les réseaux ou chez Boursorama. On est d'accord, je ne connais pas le cas particulier. Je voudrais juste en profiter pour vous dire une chose sur les sujets de conformité, parce que je reçois aussi beaucoup de courriers là-dessus. Là aussi, le monde a complètement changé. Et vous êtes peut-être client depuis très longtemps de Société Générale, de Crédit du Nord, et parfois vous avez eu des demandes au cours des dernières années pour remplir des documents, des informations, etc. C'est la réalité de la conformité telle qu'elle nous est demandée. Ça peut vous paraître absurde, parce que vous êtes connu, ça fait 30 ans que vous allez dans la même agence. La réalité des choses, c'est que nos superviseurs nous demandent d'avoir des dossiers sur nos clients qui soient complets. On demande l'origine du patrimoine, on demande de vérifier les flux, etc. etc. C'est un monde qui, encore une fois, a changé par rapport à il y a 15 ans, qui nous a demandé d'ailleurs d'investir des sommes considérables en effectifs et en système d'information par rapport à il y a 15 ans. Si on comparait, c'est plus le même monde. Voilà, c'est une réalité. Je sais que ça peut paraître parfois absurde. Vous vous dites, mais pourquoi ils nous demandent ça ? Mais si on ne le fait pas, nous allons être sanctionnés, payer des amendes et ça va là aussi faire souffrir d'une certaine manière nos actionnaires. Donc il n'y a pas le choix que de le faire malheureusement. Merci beaucoup, Monsieur Oudéa. Je vous propose de poursuivre cet échange parce que vous avez encore beaucoup de questions. Il y a un stand qui est très bien fait de la Société Générale au premier étage. Monsieur Oudéa, est-ce que vous voulez conclure ce débat, cet échange ? Non, encore une fois, en tout cas, je pense qu'on termine une forme de cycle et on entre dans un nouveau monde, un monde exigeant de forte transformation. Moi, je suis confiant sur la Société Générale, les projets. Encore une fois, la Société Générale n'est pas une valeur de spéculation, mais nous sommes encore à un point d'entrée qui me semble attractif et dans une perspective de moyen et long terme, je pense qu'il y a un potentiel de retour pour l'actionnaire intéressant, y compris par rapport à d'autres valeurs et d'autres banques. Merci beaucoup. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon Investir Day. Bonne journée.